Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous. Très heureux de vous retrouver pour ce lundi 10 décembre. Beaucoup d'incertitudes sur les marchés, les incertitudes qui sont même de plus en plus nombreuses. On a donc la semaine dernière les incertitudes autour de la courbe des taux qui pourrait prévenir d'une récession américaine qui est revenue un petit peu au premier plan. On a également eu des chiffres décevants de l'emploi vendredi. Et enfin également le dossier Huawei que vous avez dû voir passer. Donc voilà, pas mal d'incertitudes sur les marchés. Demain, date clé pour le Brexit puisque c'est un vote des parlementaires britanniques, excusez-moi. Et donc voilà, beaucoup de sujets et d'incertitudes au premier plan, ce qui crée une certaine volatilité sur le marché. On voit le VIX qui, depuis début octobre, eh bien oscille, hein, depuis autour des 20 points. En fait, il est actuellement à 23. Donc voilà, on a un VIX qui se remet pas finalement du crack de début octobre et on a toujours une volatilité finalement qui eh bien est à l'image des incertitudes que nous avons sur les marchés financiers. Voilà, donc avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, je vais saluer la salle de trading. Bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Pascal, que je salue également. Voilà, Camille, Antoine, Franck, Gérard, Frédéric, bonjour. Bonjour à vous. Ouais, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Voilà, Brigitte, que je salue également. Alors Antoine, demain, ce sera le vote à Londres. Quel est le sentiment en Angleterre sur la possibilité d'avoir un oui ou d'avoir un non? Eh bien écoutez, ce vote du Parlement qui est prévu initialement demain pourrait être repoussé. Voilà, c'est pas encore quelque chose d'envisager, mais il pourrait être repoussé pour laisser plus de temps de débat entre les parlementaires et Theresa May pourrait même repartir à Bruxelles pour négocier, je cite, un meilleur accord. Donc voilà, normalement il y a un vote qui se fera demain. Maintenant il y a une possibilité que ce vote soit repoussé. Donc le sentiment à Londres, c'est que ce texte ne sera pas validé par le Parlement. Voilà. C'est peut-être pour ça que Theresa May va éviter que enfin, de faire voter, de proposer ce texte au Parlement et plutôt d'aller renégocier une nouvelle, eh bien, un nouvel accord, même si ça va être probablement très compliqué. Voilà, donc le sentiment ici, c'est que ce vote, ce projet, ce texte qui a été trouvé entre les Européens et Theresa May il y a à peu près un mois, on va dire, eh bien, sera rejeté, hein, par le Parlement britannique. Bonjour Martin, oui, plein d'incertitudes, pas moyen de voir ce qu'il faut décider. Alors oui, exactement Raymond, il faut être très prudent dans ce type d'environnement de marché. Il y a énormément d'incertitudes, c'est extrêmement compliqué. Donc voilà, faut être vraiment très prudent, surtout sur les marchés, j'ai envie de dire actions, où là c'est extrêmement volatile, même sur les marchés américains, on voit que ça oscille beaucoup. Donc voilà, le forex est peut-être je sais pas, une source où il y a moins d'incertitudes, mais en tout cas les incertitudes se font moins, je trouve, présentes. Voilà, donc en cette période de volatilité sur le marché action, faut peut-être mieux privilégier le forex. Alors au niveau du briefing d'actualité, au niveau du dossier entre les États-Unis et la Chine, je vous rappelle, vendredi, on a eu l'arrestation de la directrice financière du géant chinois des télécoms Huawei au Canada à la demande des États-Unis. Les US qui accusent Meng qui est la directrice, hein, financière de Huawei, d'avoir dissimulé des liens existants entre l'équipementier télécom chinois et une firme qui a essayé de contourner les sanctions américaines contre l'Iran. On a par ailleurs le représentant américain au commerce Robert Lichthizer qui a déclaré dimanche que les États-Unis s'entendraient au délai de 90 jours pour parvenir à un accord sur le commerce avec la Chine et que faute d'entendre, de nouveaux droits de douane seraient instaurés. Au niveau de l'OPEP, on a le cartel et ses alliés extérieurs à l'organisation qui sont conduits de réduire leur production de 1,2 million de barils par jour
à partir de janvier, ce qui n'a pas provoqué de remontée des cours pétrole, les cours pétrole qui se contentent de se stabiliser. Au niveau de la macro américaine, on a les créations d'emplois non agricoles, donc le fameux NFP, qui sont tombés à 155 000 le mois dernier contre 237 000 en octobre, chiffre revu à la baisse pour les 237 000. On a le taux de chômage qui est stable à 3,7%. Donc voilà, on voit très bien un marché de l'emploi qui est très tendu, et voilà, avec la courbe des taux qui baisse. Je vous rappelle deux indicateurs particulièrement intéressants pour prévenir une récession. C'est un, la courbe des taux courbes des taux aux États-Unis, et deux, eh bien, nous avons le marché de l'emploi. Dès qu'on a un marché de l'emploi qui commence à se dégrader, eh bien, ça prévient d'une dégradation. Alors là, on n'a pas de dégradation du marché de l'emploi puisqu'on a toujours un taux de chômage qui est à 3,7%. Mais si ce taux de chômage commençait à, eh bien, à progresser, à augmenter, eh bien, ça serait un indicateur supplémentaire qui dans le passé signalait l'arrivée d'une récession et d'un krach boursier. En Chine, ce matin, nous avons les statistiques du commerce extérieur chinois qui ont montré un net ralentissement des exportations, plus 5,4% en novembre sur un an, contre 11,56 en octobre. Excusez-moi, j'ai oublié un 1. Donc un 11,6 en octobre, et donc un ralentissement également des importations, plus 3%. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai eu un problème d'écriture. Donc 3% sur un an en novembre contre 21,4 en octobre. On a par ailleurs l'inflation qui fait ressortir la plus faible progression des prix à la production depuis octobre 2016. Et enfin au Japon, on a le PIB du trimestre, donc du troisième trimestre, juillet-septembre, qui a été revu en baisse et accuse désormais d'une contraction de 2,5% sur un rythme annualisé contre 1,2 en première estimation du fait d'une importante baisse de l'investissement des entreprises. Alors, on voit qu'on a quand même des chiffres macro qui sont assez décevants actuellement, que ce soit aux États-Unis, enfin décevants oui, décevants aux États-Unis, en Chine ou au Japon, qui sont quand même des grandes puissances, enfin parmi les plus grandes puissances au monde. Enfin, les deux plus grandes, c'est la Chine et les États-Unis. On a également en Europe, où là, ça fait quand même depuis pas mal de mois, où on a des chiffres qui ralentissent. En fait, depuis le début de l'année, les chiffres ralentissent en zone euro. Donc, on voit qu'on est dans un cycle où clairement la croissance est particulièrement affaiblie finalement depuis le début des incertitudes du commerce entre les États-Unis et la Chine. Voilà, au niveau de ce qui s'est passé hier, alors vendredi, pardon, on a les marchés actions américains qui ont fortement reculé vendredi, je rappelle, en raison des chiffres décevants de l'emploi et également de la courbe des taux aux États-Unis qui continue à s'aplatir. L'écart entre le 10 ans et le 2 ans américain est de seulement 13 points de base. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce qu'est la courbe des taux aux États-Unis, j'ai écrit un article sur DailyFX la semaine dernière que je vous invite à lire. Alors, pour cela, on va aller dans courbe des taux. Voilà. Je vous invite à lire cet article, comment réagissent les marchés financiers et la Fed après une inversion de la courbe des taux. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez savoir comment fonctionne la courbe des taux, etc., je vous invite à le lire et voilà, tout simplement. Alors, j'ai déjà beaucoup de questions. Je vais y venir. Je termine simplement, voilà, sur ces chiffres-là. Donc la semaine dernière, on a eu une importante chute des marchés actions américains. C'est d'ailleurs la plus importante chute depuis le mois de mars, pour les raisons que je vous ai citées. Ce matin, nous avons le 10 ans US qui prend 2 points de base, ce qui veut dire que le marché obligataire est vendu. Le gold qui est à l'équilibre aux entours des 1247 $. Le yen qui est en légère baisse. Le Nikkei, le MSCI Emerging Market qui sont dans le rouge. Voilà, donc on a plutôt de la version pour risque, même si ça ne se fait pas clairement ressentir sur le marché obligataire, sur le yen ou finalement sur le gold. On voit qu'on a eu un important repli des marchés actions. Au niveau du calendrier économique, donc le focus du jour, ce sera surtout sur les chiffres britanniques, balance commerciale et production industrielle, et voilà. Nous aurons par ailleurs la Cour de justice européenne qui donnera sa décision, enfin qui délibérera sur le fait, sur la possibilité du Royaume-Uni, eh bien, d'annuler cette procédure de divorce unilatéralement. Voilà. Alors, je viens tout de suite aux questions.
Voilà, alors. Bonjour, est-ce que les indices américains seraient impactés par un no deal? Est-ce que sur votre système VIX, on doit attendre au moins demain pour éventuellement voir un signal? Pour le Bitcoin, pouvez-vous faire une analyse daily 4 heures? J'ai un spread de 50 sur Bitcoin sur IG, c'est énorme. Est-ce partout pareil? Merci. Alors, pour répondre à votre dernière question, tout d'abord, est-ce que le spread de 50 sur Bitcoin, enfin, le spread de 50 sur Bitcoin chez IG, c'est énorme et c'est partout pareil? Alors non, c'est pas partout pareil. Les spreads sont propres à chaque broker. Donc voilà. Je vous invite à faire vos recherches si voilà, vous cherchez d'autres spreads. Alors, je vais venir à l'analyse du Bitcoin en fin de ce webinaire. Je vous rappelle qu'il y a un webinaire spécial crypto-monnaie tous les lundis à 13h. Donc, à 13h, j'aurai le plaisir de vous faire ce webinaire. Alors, est-ce que les marchés américains seront impactés par un no deal? La réponse est oui. Oui, maintenant dans une plus faible mesure que les marchés britanniques ou les marchés européens. Voilà. Mais bien évidemment, ce sera une source, c'est déjà une source d'incertitude qui pèse sur les marchés et ce sera également un facteur qui pénalisera les marchés actions américains. Alors, mon système de VIX. Alors, on va voir où il en est, ce système du VIX. Vous savez, la fameuse stratégie que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Donc, on va regarder le VIX, où il en est. VIX, donc vous voyez qu'il est à 23, ce VIX il est vraiment dans une fourchette entre 16 et 25 finalement depuis le mois d'octobre. Donc voilà, on a vraiment une volatilité qui est quand même assez importante. Et donc on va regarder un petit peu le Disparity Index. Alors il est à 13 en ce moment. Donc il va falloir attendre la clôture à la baisse du Disparity Index sous 10. Donc dès qu'on a le croisement du Disparity en dessous de 10, c'est bien le croisement à la baisse, c'est pas le croisement à la hausse, où on a notre signal d'achat. Donc vous voyez que le dernier signal, c'était à ce moment-là. Donc là, on avait une clôture à la hausse, le lendemain, une clôture à la baisse. Donc c'était le 21 novembre, le dernier signal. Et là, on est au-dessus de 10. On va attendre que cette ligne en rouge, ce disparity, cet écart relatif, passe en dessous de 10 pour avoir un signal d'achat sur les marchés actions. Donc voilà, dernier signal, donc c'était le 21 novembre. Qu'est-ce qui s'était passé le 21 novembre? On regarde. 21, donc voilà, 21 c'était à ce moment-là. Et on avait pu rentrer à l'achat à ce moment-là. Vous voyez que l'objectif avait été presque atteint, 2821. Pour ceux qui avaient comme objectif les 2800, eh bien, ils ont pu avoir un très très bon ratio risque-rendement, puisque vous voyez ici, avec un stop sous le récent plus bas, donc ça faisait 50 pips de risque pour aller 150, donc ça fait un ratio risque-rendement de 3, ce qui est vraiment pas mal. Et donc on va essayer, on va attendre tout simplement le même signal. Et là on voit qu'on a un triple test d'un niveau de support. Alors c'est qui tout double, soit on passe sous ce niveau de support à 2600, auquel cas il va falloir anticiper une chute beaucoup plus importante, ou alors on a un rebond et on passe au-dessus des 2821 qui finalement est la ligne de coup d'un triple bottom. Mais pour le moment, on ne peut pas parler d'un triple bottom, on ne peut même pas parler on peut simplement parler d'un triple test d'un support qui est à environ 2600 et quelques. Bon, 2630 on va dire. Aujourd'hui, j'ai vu que la bourse allemande a commencé à coter le DAX de la nuit et plus à 8 heures. Est-ce que le CFD Allemagne 30 ça aura un impact? Alors non, puisque nous, enfin chez IG, le DAX cote déjà la nuit, donc voilà, il n'y a aucune différence. Êtes-vous au courant que la FCA en Grande-Bretagne a annoncé vendredi qu'elle va mettre en 2009 des contraintes très fortes sur les brokers CFD en Angleterre, dont l'interdiction du CFD crypto? Alors non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je m'informerai dès aujourd'hui. Voilà, j'étais absent. Je vous rappelle en fin de semaine dernière, donc je reviens tout juste d'un week-end prolongé. Voilà, donc je vais venir au vif du sujet, donc avec les marchés actions. On voit le S&P, bon, qui a fortement, enfin les marchés actions américains qui ont fortement reculé la semaine dernière, qui ont connu leur baisse la plus importante depuis voilà, le mois de mars, mais
on reste sur des niveaux de support. On voit le S&P, encore une fois, tant qu'il reste au-dessus des 2600 points et même 2550, on est encore dans un marché qui est haussier malgré le fameux Death Cross, vous savez, le croix de la mort, cette fameuse moyenne mobile à court terme qui croise à la baisse la moyenne mobile à long terme. On reste dans un marché qui est haussier tant qu'on est au-dessus des 2550 points. C'est vraiment le support à ne pas dépasser. Parce que si on passe sous ce niveau de support, il va falloir s'attendre à un moins 15% à nouveau. Donc vraiment, ce qui ferait du moins 30 depuis les plus hauts. Ce qui est quand même énorme. Voilà, donc S&P, moi je garde une perspective plutôt, je dirais, optimiste, pas forcément sur du court terme, mais en tout cas sur du moyen ou long terme, tant qu'on est à 2000, au-dessus des 2600, 2550. Si on passe en dessous, là, clairement, les perspectives à court terme seront, à court et moyen terme seront extrêmement négatives. Voilà. Donc, marché action sur support. On attend notre signal du VIX pour passer à l'achat. C'est peut-être la meilleure chose à faire. D'ailleurs, en hebdo, j'ai l'impression qu'on a une divergence qui est en train de se former. Regardez ici. Creux, creux, creux. Et là, creux, creux. Et vous voyez, on commence à avoir une divergence. Alors, on est très loin d'avoir une divergence qui est avec un RSI qui passe au-dessus de 50, mais on voit qu'on a un rebond du momentum. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va attendre notre signal du VIX pour passer éventuellement à l'achat sur les marchés actions. Voilà. Le Nasdaq, on voit qu'on a un support qui est beaucoup moins intéressant puisqu'il avait été enfoncé le jeudi, vous voyez, finalement en fin novembre. Donc voilà, on a une configuration beaucoup moins intéressante. Mais tant qu'on reste au-dessus des 6300, vous voyez, 6300, c'est quoi? C'est le plus bas de avril, plus bas d'avril. Ici, c'est les 2550. Donc, 6300, 2550, voilà, c'est les supports à ne pas dépasser. Et enfin, sur le Dow Jones, c'est pareil. Vous voyez, Dow Jones, triple test d'un support à 24 000 points à peu près. Tant qu'on est au-dessus de ce support, la perspective à court, moyen terme, les perspectives sont haussières. Voilà. Et pareil sur du weekly, on a une divergence qui se forme. Maintenant, comme vous le savez, une simple divergence n'est pas suffisante pour passer à l'achat. Au niveau des marchés actions, donc on a l'Eurostoxx 50 qui ouvre en baisse ce matin, puisque vous le voyez. Alors, vous voyez, on a une ouverture à la baisse. On a une belle baisse la semaine dernière. Là, on est en train de tester un niveau de support très important puisque c'est l'oblique 2011-2016. Pour ceux qui ne la voient pas, eh bien, regardez, c'est celle-ci. Alors, je vais mettre plutôt un hebdo. Voilà, en hebdomadaire, regardez, plus bas 2011, plus bas 2016, extension de l'oblique, on est dessus. Donc là, l'Eurostoxx 50 qui teste un support majeur. Le CAC qui est proche de tester celle-ci. Alors, je vais l'ajuster puisqu'on le voit ici. Alors non, c'est bon. Alors je vais en mettre une deuxième puisqu'on le voit que voilà, on a un plus bas également ici. Voilà, donc tant qu'on est au-dessus de cette oblique, eh bien on reste dans un canal haussier sur du long terme. Donc, il va falloir, enfin, on peut chercher des stratégies haussières si on a bien évidemment des signaux haussiers. Pour le moment, je n'en vois pas. Le RSI, il est orienté à la baisse. L'Achikou sous le nuage. Le prix sous la moyenne mobile. Au niveau des chandeliers, on n'a pas d'avalement haussier, on n'a pas de marteau, on n'a rien du tout. Donc pour un moment, c'est le wait and see. On a un support qui est à 4733 points. C'est possible qu'on vienne chercher ce niveau de support. Au niveau du DAX, par contre, c'est beaucoup moins optimiste puisque vous voyez, on sort on casse cette oblique, ce qui renforce la possibilité, le scénario d'une baisse jusqu'à 10 000 points qui correspond à l'objectif de cette épaule, tête-épaule. En plus, vous voyez, breakout, le pullback et la nouvelle jambe de baisse. Donc, c'est un signal extrêmement baissier qu'on a eu la semaine dernière sur le DAX. À moyen terme, la configuration est donc baissière, hein, clairement, sur l'indice allemand. Voilà, l'indice allemand, pour ceux, les stratégies de vente,
de moyen long terme sont toujours plausibles tant que voilà, le DAX est sous cette oblique support. Ça y est, on a le signal. Clairement, le DAX, il n'y a aucune stratégie d'achat de court ou de moyen terme, selon moi, à mettre en place au vu de l'analyse technique. Voilà. C'est clairement baissier le DAX 30. Je ne vois pas pourquoi il faudrait payer le DAX actuellement. Alors, par ailleurs, au niveau de la Cour de justice européenne, on a eu la décision qui vient qui est tombée il y a quelques minutes. Le Royaume-Uni donc peut décider seul de renoncer au Brexit. Voilà, donc on va voir ce que l'impact donc ça va avoir sur les marchés. Mais pour le moment, je vois pas grand mouvement, donc voilà. Donc le DAX, concrètement, c'est baissier pour le moment. Alors, si les CFD crypto sont interdits en Angleterre, est-ce qu'en France, nous serons concernés par cette interdiction? Alors Antoine, si c'est la FCA, il n'y a pas forcément de lien entre la FCA et la France, puisque voilà, c'est deux organismes différents, c'est la FCA et l'AMF. Mais voilà, après, ça peut dépendre de chaque broker. Donc voilà, je vous invite, si cette interdiction est mise en place, ou même si en tout cas voilà, vous avez l'information, ce que je vous invite à faire, c'est d'appeler le service client de votre broker et de vous renseigner. Et si c'est le cas, eh bien au moins vous serez au courant. Voilà. Mais je ne peux pas vous dire moi si les décisions de la FCA auront un impact en France. Vous voyez, je ne suis pas compétent pour vous le dire. Donc au niveau du forex, on a le GBP et le dollar USD qui sous-performent clairement ce matin. Donc on voit le GBP qui est sous pression en amont de ce vote demain, qui devrait avoir lieu demain. Hein. Voilà, donc GBP USD qui sous-performe. Pourquoi l'USD sous-performe malgré les incertitudes? Et bien tout simplement parce que les incertitudes envers les États-Unis qui n'étaient pas forcément présentes il y a quelques semaines, eh bien sont de plus en plus tournées également, enfin concernent également les États-Unis. On a une probabilité d'une hausse des taux de la Fed qui diminue. Enfin, nous allons le regarder ensemble, mais on a vraiment une probabilité de 3-4 hausses des taux de la Fed l'année prochaine qui a énormément diminué sur les dernières semaines. Donc voilà, on a clairement, regardez ici la probabilité, donc probabilité d'une hausse des taux au mois de décembre est à 73%. Elle était de 84 il y a une semaine. Voilà, et pour décembre de l'année prochaine, on va mettre historicals. Voilà, regardez cette courbe en rouge. Cette courbe en rouge qui est le statu quo, puisque actuellement nous sommes à, alors de mémoire, alors on va regarder à nouveau, pardon. Actuellement nous sommes à 200, 225, pardon. 200, 225, voilà, on est là. La probabilité d'une seule hausse des taux, en fait, d'ici décembre l'année prochaine, c'est-à-dire au mois, enfin là, dans la semaine prochaine, hein, décembre de cette année, il devrait avoir une hausse des taux. Donc finalement, le marché actuellement, qu'est-ce qu'il anticipe le plus? C'est une hausse des taux en décembre et un statu quo l'année prochaine. On voit, regardez, la probabilité de 3 hausses des taux d'ici décembre de l'année prochaine. Donc, vous voyez, 1, 2, 3. Elle est actuellement de 10,5%. Il y a un mois, elle était de 33. La probabilité de 4 hausses des taux est actuellement de 2%. Il y a un mois, elle était de 20. Donc, vous voyez qu'on a clairement le marché qui a diminué ses attentes de la Fed. Pourquoi? Parce qu'on a des chiffres macroéconomiques qui sont de plus en plus décevants, qui sont pas mauvais, hein, mais qui sont de plus en plus décevants, qui ratent les attentes, pour être précis. Et on a surtout cet aplatissement de la courbe des taux. Cet aplatissement de la courbe des taux qui pourrait être un énorme frein pour la remontée des taux des membres de la Fed. Voilà. Donc on a dorénavant des incertitudes également aux États-Unis qui pèsent donc forcément sur le dollar USD. Voilà. Donc dollar USD qui sous-performe. L'euro-dollar toujours dans un triangle. Regardez en journalier. L'euro-dollar dans un triangle.
Donc, tant qu'on est dans ce triangle, moi je resterai à l'écart de la paire euro-dollar. Le GBP-USD teste le bas de ce support. Si on a un breakout à la baisse, ce sera la possibilité de mettre en place une stratégie de vente jusqu'à potentiellement 1,25, puis même beaucoup plus bas, 1,18. L'USD Yen, alors l'USD Yen, on a une configuration assez intéressante puisque vous voyez, on est sorti par le bas de plusieurs patterns. Alors déjà la semaine dernière, vous voyez, on a eu ce canal, on y est sorti. On a également un triangle qu'on est sorti. Et est-ce que le DXY, ouais, le DXY par contre on n'a pas eu encore la sortie, mais on voit qu'on a on a vraiment des sommets qui, on voit un cours qui commence vraiment à baisser. On a en plus une divergence baissière validée, voilà. Clairement le DXY, on a une configuration qui est de plus en plus à la baisse. Et donc si on a vraiment un breakout, une sortie par le bas de ce triangle, ça serait une possibilité de clairement vendre le dollar face à la plupart des devises majeures. Pour un moment, alors on va le revoir dans quelques instants, mais je me rappelle la semaine dernière, on parlait de l'AUD-USD et du NZD-USD. On va faire un tour sur ces deux paires qui me semblaient intéressantes depuis depuis quelques semaines à acheter. Mais voilà, si on a un breakout du DXY en dessous de ce triangle, le dollar pourra être également vendu face à l'euro, face au GBP, enfin, au GBP peut-être pas, mais face au yen en tout cas. Donc en tout cas, USD Yen, on voit qu'on a une configuration baissière. Donc là, pour les techniciens, c'est d'ores et déjà possible de vendre l'USD Yen puisque voilà, on sort de ce triangle. Alors on a simplement le nuage qui vient faire un petit peu barrage, mais bon, voilà, on a une configuration qui est de plus en plus à la baisse. La perspective de l'USD Yen, c'est une perspective baissière jusqu'à 110. Voilà, perspective baissière jusqu'à 110. Alors au niveau de la USD, alors on a une forte baisse la semaine dernière. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'on a eu ce dossier de Huawei et qui vient pénaliser les marchés actions. Pardon, l'appétit pour le risque. Excusez-moi. Donc la UD forte baisse. On a une reprise ce matin, mais vous voyez que c'est assez timide. Est-ce qu'il faut arrêter d'acheter la UD ou le NZD? Alors pour cela, on va faire un tour sur nos indices Forex. Alors le yen qui, comme vous pouvez constater, rebondit fortement. Vous voyez le yen dans son canal, enfin dans son range, pardon, rebond. Donc là, c'est peut-être la possibilité de mettre en place. Alors, c'est peut-être un petit peu trop tard actuellement, mais alors c'est peut-être un petit peu trop tard, mais vous voyez déjà le 4 décembre à la clôture, on avait un événement haussier. Donc là, le yen, pour moi, c'est perspective haussière. Perspective haussière dorénavant, en raison de cet avalement haussier dans son range. Voilà, quand on est dans un range, il y a beaucoup plus de chances que le cours continue d'évoluer dans celui-ci, plutôt qu'il en sorte. Le NZD est toujours dans une tendance haussière, même si la semaine dernière, il a eu un peu de mal à progresser. On n'a pas de remise en cause de cette tendance. Donc voilà, le NZD, je reste haussier, malgré le fait qu'on ait une divergence baissière. Tant qu'on reste au-dessus de ce support, vous voyez ici, eh bien, le RSI reste haussier. Par contre, si le RSI vient clôturer en dessous de ce support du 23 novembre, eh bien, on aurait une divergence baissière qu'on pourrait exploiter et donc vendre le NZD. La UD, pareil, on a une divergence. Cette fois-ci, on a RSI qui a fortement chuté. On a même une divergence qui, finalement, s'est validée. Donc, la UD, pour répondre à ma question initiale, est-ce qu'on peut continuer à acheter la UD? La réponse est pour le moment non, puisqu'on voit la UD avoir une divergence et a même inscrit un fort repli. Au niveau de l'euro, on a un rebond, à nouveau un rebond sur ce support de mai. Est-ce qu'on a un renversement de la tendance? La réponse est non, puisque vous voyez, on reste sous cette oblique. Donc pour le moment, c'est clairement, c'est encore baissier finalement l'euro. Ou en tout cas, on n'a pas de signaux d'achat. Voilà, donc l'euro, tant qu'on est sous cette oblique, je resterai prudent. Le GBP sous-performe. Vous voyez, le GBP, on est même dans un canal finalement. On est dans un pseudo-canal. Voilà, donc les GBP dans une tendance baissière. Le franc qui rebondit, donc on voit yen rebondit, franc rebondit, c'est quoi? C'est de la version pour le risque, clairement. Donc le franc qui rebondit à nouveau, et enfin le dollar qui, vous voyez, dollar équipondéré,
Voilà, on voit qu'on est dans un, regardez, on a une oblique baissière ici, on en a une autre par ici, ce qui forme un biseau. Voilà, donc dollar USD sous pression. Et enfin le CAD à l'image du pétrole qui peine à rebondir malgré une divergence de momentum. Voilà, on n'a pas de rebond. Donc au niveau des tendances du forex, on voit que les devises refuge comme le yen ou le franc surperforment clairement ces dernières séances, alors que la devise comme l'AUD ou comme le GBP ou comme le CAD sous-performent. Alors que les autres, voilà, c'est plutôt indécis encore, où on est dans des changements de tendance comme l'euro, le dollar. Voilà, c'est encore assez incertain au niveau de leur tendance. Donc au niveau des tendances du forex, peut-être que le yen est une devise intéressante dorénavant à acheter face à des devises qui ont du mal à progresser comme le CAD ou comme également le GBP. Maintenant le GBP, vous savez que c'est qui tout double, hein. C'est-à-dire que le GBP peut prendre 200 enfin 100 pips ou en perdre 100 en une seule heure. Tout dépend vraiment de ce qui se passe au niveau du Brexit. Mais sinon, bah, le CAD, ça pourrait être une bonne devise à vendre encore face au yen. Donc si on regarde le CAD yen, voilà, on est sorti par le bas de ce canal, signal baissier. On a un rebond, mais on voit qu'on a une nouvelle baisse. Enfin, voilà. CAD yen, concrètement, c'est stratégie de vente jusqu'à potentiellement 82. Tant que le pétrole sera baissier et qu'on aura de la version pour risque, le CAD yen sera une devise qui va être baissière, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, CAD yen, stratégie de vente. Je pense qu'on peut, ça peut se vendre cette paire. Ça peut se vendre. On voit qu'on a Chikou qui la semaine dernière a confirmé le changement de tendance en passant sous le nuage. Donc voilà, stratégie de vente. Un stop qui peut potentiellement être au-dessus du récent sommet, au-dessus des 85, 85,50 à peu près. Et voilà, pour viser les 82,17, ce qui fait un ratio risque au rendement voilà, d'à peu près donc 80 pour 240, ça fait un ratio risque au rendement quand même de 3, ce qui est quand même pas mal. Voilà, donc KDL, alors je regarde toutes vos questions, alors il y en a beaucoup. Euh, alors Antoine qui me dit vendredi en fin d'après-midi, j'ai appelé le service client IG France et personne n'était au courant de cette annonce. Mon interlocuteur m'a même dit que c'était une fake news alors que même Reuters là. Alors écoutez, moi ce que je vais faire, Antoine, c'est que je vais me renseigner auprès de mes collègues et je vous tiendrai au courant de la réponse que j'ai. Je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire. Voilà. Alors, pour info, je pense qu'on ne fera pas à court terme la fameuse ETE sur le DAX pour plusieurs raisons, comme par exemple le fait qu'on est bientôt dans les périodes de fête. Alors, potentiellement, maintenant, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend le rallye de fin d'année. C'est pas que j'ai perdu espoir, mais c'est que pour le moment, les signaux la semaine dernière à la baisse se sont clairement concrétisés. Encore les dernières semaines, on avait vraiment le DAX dans un triangle qui était formé par ligne de coude de l'hypothèse haute et une oblique haussière qui vient chercher le point bas de 2011 et de 2015. Donc à la rigueur, on pouvait encore rester indécis, mais là, techniquement, le DAX qui est sorti par bas de ce triangle, voilà, je vois pas vraiment ce qui pourrait retenir le DAX, à part si on a Donald Trump qui voilà abandonne ses volontés de taxer les voitures à l'importation, enfin les importations de voitures, excusez-moi. Là, dans ce cas-là, on aurait un argument en faveur d'un rebond majeur du DAX. Mais tant qu'on a ces incertitudes, on voit ça pèse sur les marchés actions de plus en plus. Voilà, l'Italie, le Brexit, la guerre commerciale États-Unis-Chine, l'abaissement de la courbe des taux aux US. Voilà, on a de plus en plus finalement de facteurs qui viennent inquiéter les investisseurs. Ce qui se montre via une baisse des marchés actions dans le monde finalement, que ce soit au Japon, aux États-Unis. Alors en Europe, c'est clairement très accentué, mais voilà, on a une baisse. L'AUD-USD, donc moi l'AUD-USD, je reste plutôt à l'écart dorénavant, puisque voilà l'AUD qui a fortement chuté, le dollar qui semble être sur le point de capituler. Maintenant, c'est encore trop tôt, on n'a pas les signaux suffisants pour l'affirmer. Enfin, en tout cas, moi, je ne les ai pas, donc je ne peux pas affirmer
qui va chuter, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai en constatant les paires en dollars. Voilà, je vois qu'on a un dollar qui a été quand même boosté ces derniers mois depuis le printemps dernier qui faisait office de devise refuge. Mais puisqu'on a dorénavant l'aplatissement de la courbe des taux, un aplatissement de plus en plus important, eh bien le dollar perd de son caractère, de sa caractéristique de devise refuge. Et la devise refuge par excellence, vous savez c'est quoi? C'est le yen. Donc, quand on a des incertitudes dans le monde, sauf aux États-Unis, on a le dollar qui peut en profiter. Mais dès que ces incertitudes touchent les États-Unis, le dollar ne profite plus. Enfin, généralement, je dis bien, c'est pas 100% des cas, mais la plupart du temps, eh bien, le dollar ne profite pas de ses caractéristiques de devise refuge quand on a des incertitudes sur les États-Unis, ce qui semble assez logique. Voilà. Donc finalement, le yen dans ce contexte, Brexit, budget italien, abaissement de la courbe des taux, guerre commerciale, ça fait quand même beaucoup. Et donc les devises refuges, on a vraiment de l'appétit pour ces devises. Et d'ailleurs, je remonte, mais le yen index a avalement haussier sur support la semaine dernière. C'est quand même un signal assez positif. Sauf qu'on avait une divergence haussière en plus de cela. Donc voilà, le yen, concrètement, perspective haussière sur du court et moyen terme. D'autant plus que le VIX, le VIX, encore une fois, est assez élevé. Donc, voilà, le VIX élevé, c'est des incertitudes sur les marchés. Donc, le yen à acheter, pour moi, je pense qu'à court terme, c'est une devise intéressante. Face, comme je l'ai dit, au CAD, puisque le CAD, qui est le cours de pétrole, on voit que les cours de pétrole ne rebondissent pas vraiment. Face au dollar, ça peut se faire dorénavant. Ça peut se faire puisqu'on a le triangle qui a été cassé. Il manque plus que finalement que le cours passe sous le nuage, puis la Chikou pour renforcer la perspective baissière. Mais pour ceux qui ne veulent pas trop attendre, je pense qu'on a déjà les signaux suffisants pour passer à la vente. Vous voyez qu'on avait eu, alors non, on n'a pas de divergence, mais voilà, on a clairement une baisse. Alors peut-être en hebdo. Qu'est-ce qu'on a en hebdo? Non plus, on n'a pas de divergence. Mais donc voilà, en journalier, on sort par le bas du triangle. Pour ceux qui veulent déjà passer à la vente, je pense que c'est possible. En mettant un stop, vous voyez, proche du récent sommet, proche de 114, ce qui fait 125 pips de risque pour, si on vient chercher 110, ça fait 233, ça peut faire un saut rendement de 2, ce qui peut être intéressant. Donc voilà, USD Yen, CAD Yen, ça peut être des paires assez intéressantes. J'ai essayé d'avoir un CNH index avec la formule que tu as donnée la dernière fois, mais ça me met un message d'erreur. Alors oui, tout simplement parce que le CNH n'est pas coté, sur TradingView, je ne pense pas qu'il soit coté face à toutes les devises majeures. Pas besoin de CNH index, concrètement. Voilà, l'USD CNH joue très bien, fait très bien son rôle. Ou alors, vous faites USD CNH plus Euro CNH divisé par 2. Voilà, ça peut le faire. Mais voilà. C'est normal qu'il n'y a pas de CNH index. Question, que pensez-vous de l'impact des gilets jaunes sur l'économie française Quand pensez-vous que l'impact des gilets jaunes sur l'économie française sera dans les cours? Alors je pense que ça c'est déjà dans les cours en fait. Toutes les informations, en tout cas c'est la théorie des marchés, sa théorie de l'analyse technique, c'est que toutes les informations disponibles sont déjà incluses dans les marchés. Ce qui fait varier les marchés, c'est les prévisions, c'est les anticipations. D'ailleurs, pour ceux qui tradent les actions, vous le savez, ça se voit très très bien. Ce qui fait le plus varier les marchés, les actions, c'est pas réellement les résultats d'un trimestre, c'est les prévisions du trimestre prochain. Voilà. Donc, ce qu'on sait des gilets jaunes, c'est déjà inclus dans les marchés. L'impact que ça va avoir, bien évidemment, n'est pas totalement inclus puisque personne ne sait avec certitude quel sera l'impact, mais c'est là où les PMI, l'IPC, l'indice de confiance, les indices de confiance en France vont permettre aux investisseurs de pricer à juste valeur, en tout cas, oui, à juste valeur, l'impact sur l'économie du mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Donc,
Donc voilà, c'est déjà pricé. Maintenant, bien évidemment, c'est pas fixe. C'est-à-dire que ça peut être revu à la hausse par le marché, ça peut être revu à la baisse. Peut-être que le marché a sous-estimé l'impact ou peut-être que le marché a surestimé. Personne réellement ne le sait, mais en tout cas, la théorie du marché, c'est que toutes les informations disponibles sont déjà intégrées dans les prix. L'or a mis le temps à quitter les 1200 à la hausse, mais c'est chose faite. Peut-on avoir un petit rappel d'objectif court, moyen terme? Alors bien évidemment, Brice, je passe aux commodities. Je fais juste un dernier point, donc un bilan sur le Forex. Pour moi, clairement, les devises refuges sont intéressantes, comme le yen ou le franc, surtout le yen. Et face à des devises comme le CAD, qui me semble une excellente devise à shorter pour le moment, en l'absence de rebond du pétrole, et de plus en plus le dollar, qui me semble également très intéressante. Maintenant, le GBP, je reste fidèle à ce que j'ai dit il y a quelques semaines, c'est-à-dire que le GBP, je vais le mettre de côté, ça me semble trop incertain pour le trader. Voilà, donc GBP, j'attends, tout simplement. J'attends tout simplement, comment dire, d'avoir des meilleures perspectives. Voilà, le GBP, ça me semble trop volatile et trop incertain. Donc voilà. Donc au niveau des commodities, l'or à 1147 $. Alors oui, c'est vrai qu'on a eu une belle progression la semaine dernière. Comme vous savez, c'est dû à la version pour le risque. Finalement, l'or qui est un peu à l'image du dollar, le dollar qui est de plus en plus sous pression, l'or qui est de plus en plus en hausse, d'autant plus que on a la version pour le risque, donc ça permet à l'or vraiment de surperformer. Voilà, donc l'or, ça peut être également un actif intéressant dans ce contexte d'aversion pour le risque. Voilà, donc l'or, MACD en hausse, RSI en hausse, on a Patino baissier. Rien ne nous dit qu'on va avoir une baisse pour le moment. On est dans un canal. Donc voilà, premier objectif, les 1262, ça correspond à 50% de cette baisse. On a déjà dépassé ce niveau de support qui était devenu résistance. Donc voilà, là, premier objectif, à court terme, alors c'est pas en intraday, je dis à court terme pour quelques séances, en swing, clairement, 1262. Si on casse cette résistance, on ira chercher les 1290. Voilà, donc clairement, l'or, c'est haussier pour le moment. Si on se met sur du plus long terme, regardez en weekly, on a un bon rebond, on passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Voilà, la span B qui est à 1284. Donc voilà, notre objectif à 1262 et clairement semble à portée de main. Donc voilà, 1262, puis 1287, puis peut-être, en fait, tant que la tendance sera haussière, tant qu'on est dans ce canal haussier, voilà, ce sera possible de maintenir les positions acheteuses. Donc pour ceux qui sont passés à l'achat la semaine dernière, eh bien c'est possible de passer à l'achat. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il faut passer à l'achat maintenant? La réponse, je dirais que c'est non. Je pense qu'on peut attendre un retour, un pullback à 1238, voire même peut-être en bas du canal pour rentrer à l'achat. Question, qu'en pensez-vous que l'impact... Alors, pardon, ça je l'ai déjà dit. Ok, pour le DAX, plus ça se calme, plus il y a la possibilité de trouver des solutions économiques. Mes questions, Brent et Bitcoin. Alors, oui, c'est ça. Plus ça se calme, plus il y a de possibilités de hausse pour le DAX, mais pour le moment, ça ne se calme pas. Les incertitudes sont toujours très présentes. Alors, au niveau du Brent, le Brent, vous voyez, qui divergence haussière, MACD qui se croise, potentiellement en rebond, chose qu'on n'a pas pour le moment. Vous voyez que le Brent consolide entre voilà, 63, allez, 64 pour faire large, et 57. Même 50, ouais, 56. 57, 50, 57, 64 $. Consolidation. Tant qu'on est dans ce range, la perspective sera neutre sur du moyen terme. À court terme, on peut trader le range, c'est-à-dire, voilà, en intraday, payer le support, prendre la résistance. Ça me semble possible. Mais toutefois, bien qu'on ait, vous voyez, un breakout, ça c'est pas un breakout qu'on apprécie puisque en fait c'est ce que j'appelle finalement un breakout latéral, c'est-à-dire qu'on a un breakout mais sans réellement conviction. Vous voyez qu'on n'a pas dépassé ce sommet, on n'a pas dépassé le sommet du 4 décembre. Pourtant on a eu le breakout de l'oblique, donc c'est pas vraiment un breakout qu'on a eu. Faut vraiment qu'on passe au-dessus de cette résistance pour vraiment dire qu'on a un rebond du Brent. Donc pour le moment, le Brent à court terme, finalement, on vient peut-être chercher à trader ce range. À moyen terme, pour moi, il n'y a rien à faire. À moyen terme, on est en baisse, ça consolide depuis voilà, début décembre, on va dire.
Mais depuis, on n'a rien. On n'est ni dans un rebond, ni dans un nouveau mouvement baissier. On est vraiment à plat. Donc, à moyen terme, pétrole, je suis neutre. À court terme, pourquoi pas acheter le support, vendre la résistance. Pour le brut, c'est pareil. Le brut, on a simplement un niveau de prix qui change, donc 55 $ la résistance, 50 le support. Mais voilà, on reste à court terme dans un range. À moyen terme, on est à plat, on n'a pas vraiment de signaux. On a une divergence haussière, mais on voit que le RSI est encore loin de dépasser 50, donc pour le moment, c'est wait and see. Et tant qu'on n'a pas de breakout, encore une fois, de ce sommet, comment dire, voilà, sommet sur le WTI à 55 et le Brent, c'est à 63, 60, eh bien, je resterai à l'écart des cours de pétrole. Voilà, donc, cours de pétrole, vraiment statu quo pour du moyen terme. À court terme, pourquoi pas tenter de vendre la résistance et d'acheter le support. Ça, c'est pour aider les traders. USDN 110 court terme. Alors, peut-être pas court terme, mais voilà, d'ici la fin de l'année, ça me semble clairement envisageable. Alors, une analyse des supports et résistances les plus importants de l'US500 pour faire du day trading aujourd'hui de la part de Antoine. Alors Antoine, déjà pour le S&P, alors je vais venir sur le Bitcoin juste après. Hein. Excusez-moi, je prends du temps. Pour S&P, déjà on a un support très important à 2603 points. Donc si on vient tester ce support, faut chercher des signaux haussiers. Maintenant la clôture de vendredi, c'est-à-dire à, vous voyez ici à 2630 et quelques, eh bien ça va être un niveau de résistance en intraday. Ça va être un niveau de résistance en intraday. Donc on a en fait, si je vais illustrer, on a ce niveau-là, 2630, 2603. Ça, c'est les bornes en intraday. Ces bornes intraday, si on passe au-dessus, la perspective sera tout ça jusqu'à 2709 points. Maintenant, vous savez qu'on a toujours les R1, voilà, R1, S1, etc., journaliers qui peuvent aider à trader, comment dire, les indices. Voilà, les points pivots sont également des niveaux de support et résistance très intéressants pour du day trading. Mais voilà, si on passe au-dessus du 2603, il y aura le pivot hebdo, vous voyez, qui sera également un niveau de résistance, le R1 hebdo, etc. Donc en intraday, outre les points pivots, on a 2600, 2603 et même, on va mettre ce niveau de prix, 2682, qui me semble être des niveaux intéressants à surveiller. Est-ce que les annonces de Macron qu'il doit faire ce soir à 20h sont déjà dans les cours? Alors non, non, puisque on ne sait pas, le marché ne sait pas, personne ne sait ce que va dire Macron. Donc non, ils ne sont pas dans les cours. Mais une fois que Macron aura dit son discours, la théorie des marchés nous dit que ce qu'il aura dit sera déjà intégré. Parce que s'il dit quelque chose, imaginons de surprenant, imaginons de unique, que personne n'attend, eh bien le marché va réagir. Voyez. Donc si le marché ne réagit pas à la suite de l'annonce de Macron, c'est-à-dire que le marché n'est pas surpris. Voilà, tout simplement. À quoi devrions-nous nous attendre en 2019? Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, mais en tout cas, beaucoup pas mal d'incertitudes à l'image un petit peu de ce qu'on a connu ce dernier semestre. Nous aurons tout d'abord, je vous rappelle, au premier semestre, toujours les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. On a vraiment une suspension de nouveaux tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine jusqu'au 1er mars. Donc, jusqu'au 1er mars, on a la trêve. 1er mars, fin de la trêve commerciale. C'est-à-dire que 1er mars, on peut avoir les États-Unis qui vont décider de remettre en place, d'ajouter des nouveaux tarifs douaniers. Vous voyez. Donc, la guerre commerciale sera toujours au premier plan, que ce soit guerre commerciale États-Unis-Chine, mais également États-Unis-Europe, parce que l'UE est toujours en négociation avec les États-Unis. Nous aurons également le Brexit, puisque oui, on a un accord qui sera voté peut-être demain, mais s'il n'est pas voté, on aura une reprise des négociations, on aura peut-être même Theresa May qui va démissionner, qui sait, personne ne sait pour le moment, et on a le Brexit qui se fait en fin mars.
Nous aurons également pas mal d'élections en Europe, enfin dans les institutions européennes. On a les élections, on a les parlementaires, donc les citoyens européens vont voter en mars, il me semble également. Ça fait beaucoup. Il me semble que c'est en mars, hein. Mars ou mai, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, en premier semestre, on aura le président de la BCE qui va être nommé. On va avoir la Commission européenne, le président de la Commission européenne. Nous aurons président du Conseil européen. Voilà, on aura vraiment énormément de dossiers en 2019. Maintenant, voilà, si on a un accord commercial États-Unis-Chine, il va falloir parier qu'on ait un bull market. Vous voyez, vraiment, c'est ça vraiment la plus grosse source d'incertitude sur les marchés. C'est la guerre commerciale États-Unis-Chine. Et pourquoi pas l'USD-CHF à vendre? Alors oui, Raymond, ça c'est une bonne idée. Alors regardons un petit peu l'USD-CHF, c'est vrai que je regarde pas beaucoup cette paire. USD-CHF, alors on voit qu'on a dans l'esprit une épaule, une tête, une épaule. Ça ressemble en tout cas, vous voyez. L'épaule, la tête, l'épaule, ligne de cou, cassée. Donc là, l'USD-CHF, en effet, ça peut être une paire à vendre. En effet, Raymond, ça peut être une paire à vendre. Donc là, on a déjà un support qui va être à 0,9836 qui correspond à 50% de retracement de cette tendance. Mais si on considère cette pattern comme une épaule tête épaule, on a donc un objectif qui correspond à la hauteur de la tête qu'on reporte au niveau du breakout. Ça donne un objectif théorique à 0,97. Voilà. Donc oui, l'USD-CHF, c'est potentiellement une paire, enfin ça peut être une paire intéressante également à shorter finalement. Alors, je passe au Bitcoin, parce que j'ai pris beaucoup de temps, excusez-moi. Donc Bitcoin, ensuite je répondrai aux dernières questions. Alors Bitcoin, 3587 $. Bitcoin, alors on a une divergence, vous ne l'aurez pas loupé, hein. Regardez ici. Là, creux de plus en plus haut, creux de plus en plus bas. Maintenant, encore une fois, vous commencez à le savoir, une divergence toute seule ne suffit pas à payer le Bitcoin. Et pour un moment, moi, le prochain niveau de support que je constate, c'est quoi? C'est ce niveau de support qui était auparavant une résistance. Regardez, résistance devenu support, c'est le seuil des 3000, alors 3000, voilà, 3000 $. Donc c'est possible que le Bitcoin a cherché 3000 $, ce qui donne encore une baisse de, alors on est à 3000, nous sommes là, 3500, donc ce qui fait une baisse de près de 20% encore du Bitcoin. Le Bitcoin pourrait perdre 20% avant de venir tester ce support. Donc voilà, Bitcoin, moi j'ai pas de signaux haussiers pour le moment. Je n'en ai plus en tout cas. Parce qu'encore, il y a quelques temps, on avait une divergence, on avait de quoi espérer un rebond, mais là on voit le RSI est extrêmement vendu, et même, oui, extrêmement vendu, c'est le mot. Ce qui dure généralement pas très très longtemps, mais bon. Voilà, pour le moment, le cours, le RSI, enfin le momentum et le prix, eh bien, sont baissiers. Donc c'est pas le moment de passer à l'achat. Voilà, donc et en 4 heures, excusez-moi, en 4 heures, on voit, vous voyez, on a des creux et des sommets de plus en plus bas. Moi, je vois pas ce que je pourrais vous dire, mis à part le fait que c'est baissier. Voilà, c'est baissier. Je sais pas que je ne crois pas à un rebond. Je pense qu'il y aura un rebond à un moment. On voit que le Bitcoin, depuis sa création, on a eu quand même 3 bulles du type qu'on a connu aujourd'hui, enfin qu'on a connu en 2018. Donc voilà, ce genre de pattern, cette pattern-là, on l'a déjà connu dans le passé. Vous voyez, donc c'est pas un cas unique. Donc c'est la troisième bulle comme celle-ci sur le Bitcoin. Pourquoi il n'y en aurait pas une quatrième? Vous voyez, je n'ai pas la réponse. Je ne dis pas qu'il y en aura une, mais je vois pas pourquoi il ne pourrait pas y en avoir. Donc voilà, je pense que euh, l'hypothèse d'un Bitcoin, un retour à 20 000 $ n'est pas du tout à exclure. Je ne dis pas que ça va se faire, voilà, prochainement, mais je pense que dans un futur moyen terme, on va dire l'année prochaine ou peut-être dans un peu plus de temps, ça me semble clairement possible, puisque regardez, on va se mettre en logarithmique. Et vous voyez,
cette pattern ressemble énormément à ce qu'on avait connu, à ce qu'on a connu en 2018. Là, on a une hausse quand même de, pour ceux qui ne se rendent pas compte. Alors, point bas, donc juillet 2013 à fin de l'année 2013. Donc, vous voyez, en novembre, donc juillet-novembre, c'est même pas 6 mois, 1664%. On passe de 63 dollars à 1181. Donc, vous voyez, ensuite, on a eu l'explosion, la bulle, enfin, la bulle, vous appelez ça comme vous voulez. Ça a fait chuter le cours, donc, de 85% en, vous voyez, janvier 2015, décembre 2013. Donc, en 13 mois. Et d'ailleurs, vous voyez ce rectangle en rouge, je l'ai tracé, vous voyez, j'ai tracé les bornes. Vous voyez, là, c'était la fin, c'était le point bas qu'on avait eu en 2013. En 2014, pardon. Enfin, non, c'était janvier 2015. Excusez-moi, je me trompe avec les dates. Voilà, point bas de janvier 2015. Donc voilà, là, on aurait, voilà, ce serait l'exemple parfait, enfin, ce serait une réplique parfaite si on a un rebond comment dire, 3 février, 3-4 février. Voilà. Donc voilà, le cas qu'on a en 2018 n'a rien d'exceptionnel. Donc je ne dis pas qu'on va avoir une nouvelle hausse de 1600%. Vous voyez, je ne veux pas du tout inciter à l'achat ou voilà, peu importe. Je ne dis pas qu'il faut acheter le cours de Bitcoin, mais je veux simplement vous dire que ce qu'on a connu en 2018 n'a rien d'exceptionnel. Voilà, c'est clairement violent, mais ce n'est pas un cas unique. Donc, est-ce que on va peut-être connaître un nouveau rallye sur le Bitcoin à moyen long terme? Moi personnellement, j'y crois. Voilà. Donc voilà, écoutez, rien d'autre à rajouter. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour mon webinaire spécial crypto-monnaie à 13h, heure française. Excellente journée à vous et écoutez, à demain pour ceux que je ne trouverai pas tout à l'heure.